Lorsque Bruno Pinchedet a rejoint ITK, une pratique interne, le mercato, a bouleversé toutes ses certitudes sur l'agilité. Avec une sincérité désarmante, il confie « La théorie a ses limites, sur le terrain, il faut être résilient ». Aux côtés de Véronique Ucci, il a découvert une manière innovante de recomposer les équipes tous les 3 mois, favorisant l'autonomie et l'innovation. Cette approche audacieuse a non seulement défié ses attentes, mais a également transformé la dynamique de travail chez ITK. En marge de la JTour Montpellier, j'ai eu le plaisir d'interviewer Véronique et Bruno pour approfondir leur conférence intitulée ITK, un an d'une organisation drivée par le produit. Dans cet épisode, ils partagent comment ils ont adapté SAFe à leur contexte unique, les défis qu'ils ont relevés et l'importance de toujours se remettre en question. Ils expliquent pourquoi il est essentiel de commencer petit, tout en voyant grand, et pourquoi appliquer une méthode fait toute la différence. Ce que j'ai particulièrement apprécié chez Véronique et Bruno, c'est leur capacité à transformer la théorie en une pratique efficace, tout en restant ouverts à l'innovation et à l'expérimentation. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mise en pratique de SAFe, cet épisode est fait pour vous. Est-ce que tu peux me décrire SAFe rapidement et la pratique PI Planning? Parce que je pense qu'on va un peu en parler. Alors, du coup, je te dis ce que c'est pour moi. Ah, c'est mieux encore. Voilà. Donc, pour moi, c'est un moyen de faire passer l'agilité à l'échelle. À ITK, il y a eu un moment donné où on a commencé à grossir pas mal, à avoir de plus en plus d'équipes. Et puis, surtout, on a commencé à avoir plusieurs équipes qui bossaient sur le même produit. Et là, on a commencé à avoir des problèmes de synchronisation des équipes. On a commencé à avoir des problèmes d'alignement avec la stratégie aussi, parce qu'on était de plus en plus gros. On avait nos utilisateurs qui s'éloignaient un peu de la vision des équipes. Du coup, on a commencé à se dire on a des problèmes fonctionnels en fait, d'orga. Et on a fait un hacking day sur les différentes méthodes possibles qui pourraient nous aider à résoudre nos problèmes. Donc, on a des hacking day 2 fois par an en fait et on innove. On fait 3 jours d'innovation. On teste des trucs. D'accord. Et on avait fait un hacking day sur SAFe. Enfin, d'autres méthodes dont je me souviens plus le nom exactement. Mais on s'était dit, tiens, ça c'est cool. Ça a l'air de pouvoir en partie résoudre nos problèmes. Donc, on va l'implémenter. Donc, comme je le disais dans la présentation ce matin, on a des incréments de 3 mois. On fait des PI planning. Et, pendant 2 jours, on rassemble toutes nos équipes sur le site de Montpellier. Et on a donc une grosse introduction avec, ce qu'on va faire exactement dans les 3 mois qui viennent, l'alignement avec la stratégie. Et les équipes bossent pendant 2 jours sur la planification de ce qu'ils vont faire, en discussion avec les business owners, c'est la direction chez nous, en gros. D'accord. C'est un des points importants, c'est que c'est vraiment un temps d'échange fort entre la vision de la direction et les équipes pour transmettre cette vision. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question vraiment. Si. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais préciser, Bruno? Non, parce que en fait, moi, quand je suis arrivé chez ITK, j'avais qu'une vision très théorique du SAFe. J'avais lu des articles, je savais à quoi ça servait, je savais dans quel cadre le mettre en place, mais je l'avais jamais vraiment expérimenté. Quand je suis arrivé chez ITK, qu'on m'a dit il est SAFe, je suis ouais, SAFe. Et puis en fait, quand je suis arrivé vraiment sur le terrain, je me suis rendu compte de ce que c'était. Voilà, de ce que ça impliquait et de ce que ça apportait. Est-ce que tu as eu des surprises par rapport à ça? Ah, plein. Ouais, j'ai eu plein de surprises en fait. Je découvrais tous les jours, je découvrais un truc. Donc ouais, des surprises, il y en a. C'était par rapport à ta vision théorique. C'est là, oui, c'est là où la théorie a ses limites, quoi. Qu'à un moment donné, en théorie, je savais tout. J'avais tout lu, prêt, et puis en fait sur le terrain, je savais rien, quoi. Bon, la théorie, ça aide parce que ça permet d'être moins largué quand même. Mais le terrain, c'est le révélateur. Vous faites des mercatos à chaque PI Planning. Est-ce que c'est... Alors, vous faites peut-être pas ça? Pas tout à fait à chaque PI. Ça dépend du contexte, en fait. D'accord. Ça va dépendre d'abord de l'orientation stratégique du produit, s'il y a vraiment besoin ou pas de péter les équipes pour en former une nouvelle sur un nouveau produit qu'on va lancer. Ça, c'est une première chose. Et après, il y a l'envie des gens de bouger. Donc, comme on l'expliquait ce matin, en avril de cette année, on a dit on fait pas de mercato parce qu'on venait de péter les équipes et de les reformer. Et on s'est dit collégialement, on va pas encore changer en fait. Là, on va miser sur la stabilité, on va miser sur la montée en
en autonomie, la montée en maturité des équipes plutôt que d'encore tout révolutionner entre guillemets. Enfin, j'exagère un petit peu. Hein. Je suis du Sud, donc j'ai toujours tendance à exagérer. Pas de souci, je suis du Sud aussi. Je comprends parfaitement. Voilà. Donc on réfléchit toujours en fonction du contexte. Est-ce que c'est le bon moment maintenant? Est-ce qu'il y a un besoin en fait ou pas? Je pense qu'on se pose assez souvent la question de est-ce que on a mis ça en place? Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce qu'il faut le continuer? Est-ce qu'il faut l'arrêter? Voilà. Et il peut pas y avoir des désynchros entre les équipes où justement il y a une équipe qui veut que ça se mette en place, une équipe qui veut de la stabilité. Enfin, comment vous gérez un peu ces désynchros qui peuvent arriver? Par exemple, là, sur le dernier mercato, en fait, c'est plus des individualités qui nous remontaient un questionnement par rapport à cet outil, le mercato, et qui nous disaient mais est-ce que vous allez en mettre un? Est-ce que c'est la fin du mercato? Ça fait deux PI que vous le faites pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est remonté individuellement, mais les individualités en général remontent aussi la voix collective. On a été à l'écoute de ça. Et sur la désynchro entre les équipes, pour l'instant, finalement, c'est un petit peu le but du mercato, c'est que c'est pas juste un exercice, c'est des discussions, des négociations, il y a vraiment du dialogue, quoi. Donc, cette désynchro, après, c'est à nous aussi de la gérer, mais au moins on est au courant de ce qui se passe. C'est pas comme si on vivait dans un monde où on n'a aucun retour. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans l'exercice, c'est que ça invite à la discussion. Voilà. C'est pas demain vous c'est pas une règle dans telle ou telle équipe et c'est fini. C'est quelque chose qui s'active s'il y a le contexte, mais c'est pas une règle absolue. Voilà. Il y a des besoins pour le produit. Voilà, ça c'était un peu l'intitulé de la présentation. Et voilà, derrière il y a aussi une notion de dialogue entre humains, quoi, en fait. J'ai pas souvenir, pour rebondir un peu sur cette histoire de désynchro, qu'on ait réellement eu une équipe où vraiment ça marchait pas bien et qui voulait où tous les membres voulaient partir ailleurs et toutes les autres où ça marchait bien. Quand il y a une équipe qui marche pas bien, ça peut arriver, on peut se planter. Hein. Enfin, voilà, c'est humain, hein, on a droit à l'erreur. On le traite avant le prochain mercato. Ouais, je pensais pas trop à cet exemple-là. Je pensais plus à un exemple où, selon la personne qui peut bouger, ça peut déstabiliser certains éléments. Ouais. Et on est quand même souvent, quand des équipes comme ça qui créent de la valeur du produit, il y a une certaine complexité aussi sous-jacente, technique, métier, organisationnel, etc. Et l'air de rien, il faut un certain nombre de mois et d'années pour bien assimiler cette complexité. Et donc de temps en temps, ça peut, j'imagine qu'il y a une certaine gestion humaine qui peut pas être si simple. Mais je sais pas si vous anticipez un peu, pas quelque chose qui se ferait, qui arriverait naturellement dans l'organisation où les personnes se poseraient. Il y a un SAV, hein. C'est pas un monde parfait, hein. Oui. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont été dans des équipes peut-être par dépit, il y a des gens qui vont dans des équipes et qui rencontrent des gens avec peut-être une complexité d'entente, des choses comme ça, évidemment. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que dans les échanges de dialogue qui vont précéder le mercato ou pendant le mercato, ces problèmes ils remontent. Donc on a vraiment un moyen de jouer sur ce SAV pour éviter qu'il y ait des bombes un peu partout. C'est-à-dire que c'est quand même un avantage de savoir ce qui se passe, ce qui peut se passer, d'essayer d'avoir une action dessus. Après, des fois, on n'a pas la main et c'est comme ça, il faut aussi l'accepter. Mais après, je me rappelle, sur les premières semaines de l'équipe, il y avait des tensions parce que certains ou certaines découvraient des méthodologies différentes parce qu'ils avaient changé d'équipe, des façons de faire et tout ça. Ça demande des réglages, ça demande aussi de la communication bienveillante entre les gens. Ça demande, c'est une gymnastique en fait. C'est une équipe, c'est comme une équipe de sport collectif. Il y a un moment donné, il y en a qui vont être bons pour aller marquer, d'autres pour défendre. Puis d'un seul coup, on se retrouve avec un qui redescend pas à défendre. Alors, faut lui expliquer. Enfin, il y a plein de choses comme ça à mettre en place. Donc, c'est un travail continu. Hein. C'est pas on se repose après le mercato. Non, j'imagine bien. Et au niveau des plus techno, justement, les mercatos, ça permet beaucoup plus de partage de connaissances
Donc, je pense que là, on avait un sujet sur le dernier atelier sur la cristallisation des connaissances. Je pense que justement, ça permet une conscience collective du code, de la pile techno, des pratiques, etc. Oh, très bien. Et du coup, ça a cet avantage-là de justement limiter beaucoup cette problématique, ces problématiques qui pourraient arriver quand on change d'équipe, quoi. Enfin, ça les tamponne beaucoup. À force de faire des mercatos, les gens, ils sont passés sur plusieurs projets, donc, et puis ça empêche pas, on n'est pas siloté dans nos équipes, ça empêche pas d'aller demander un coup de main à la personne d'à côté qui connaît mieux le projet, par exemple, pour débloquer un truc. C'est pas interdit. J'interromps cet épisode 30 secondes pour vous présenter Exfabrica, l'entreprise derrière ce podcast. Votre projet IT tourne en rond, les silos se multiplient et votre feuille de route reste floue, il est temps de passer à l'action. Chez Exfabrica, nous sommes convaincus que votre projet a besoin de 2 choses pour réussir. La première est d'adopter une approche produit et la deuxième est d'avoir un binôme tech et produit aux commandes. Notre secret, des équipes où architectes, développeurs et designers collaborent en parfaite symbiose avec le product manager, transformant chaque contrainte technique en levier pour votre business. Que ce soit pour lancer un nouveau produit digital, refondre une application existante ou moderniser votre IT, contactez Exfabrica et concrétisons ensemble vos projets les plus ambitieux. Allez, on y retourne. 1 an d'une organisation drivée par le produit, c'est quoi le bilan au bout d'1 an? Ça, faut demander à Bruno, hein. Plutôt. Le début de l'histoire qu'on a raconté ce matin, c'est que quand je suis arrivé chez ITK, Véronique et le reste de l'équipe m'ont parlé d'un mercato dans une ambiance qui était pas au maximum, on va dire ça comme ça. Hein. Sortait d'une année complexe, une année où tout un produit avait été refait et puis mis à la poubelle, le rachat. Donc voilà. Et puis on partait sur un premier trimestre où il fallait livrer quelque chose absolument au bout des 3 mois, donc avec une deadline forte. Et donc là, c'est ce qu'on a illustré sur la présentation. C'est pour moi, c'est comme si on jetait des dés dans un environnement qui était déjà hyper anxiogène. En tout cas, c'était ma perception des choses. Donc, ce mercato, quand ils m'ont parlé au départ, je les ai regardés avec des gros yeux en disant mais vous êtes dingue quoi. Enfin, là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va être une boucherie en fait. Ouais. Et donc c'était ça un petit peu la démo de ce matin, c'était de montrer que finalement, ils m'ont gentiment écouté. Puis en fait, ils ont fait le mercato. Et puis moi, j'ai découvert en fait que c'était possible et que ça marchait bien. Pour moi, il y avait un des principes de l'agilité qui est l'autonomie, que j'avais encore une fois en théorie et que là, que j'ai découvert vraiment en pratique, qui m'a éclaté vraiment là au visage. Et effectivement, derrière, c'est tout ce que j'ai dit avant. Donc il y a un SAV derrière, mais voilà, là on était dans le dialogue, la négociation, ça discutait et c'était ça la vraie découverte. C'est que finalement, c'est du bon sens. Donc c'est ça qu'on a présenté et puis après voir aussi comment on fait évoluer ce mercato en fonction des remontées des équipes, en fonction du produit, comment il faut toujours ajuster, trouver un équilibre, remettre la jauge au bon niveau. Donc on a essayé de faire une présentation un peu légère parce que voilà, ça reste léger tout ça, faut le prendre avec humour, mais voilà la conclusion, en tout cas la mienne, c'est ce que je dis souvent, c'est que cette expérience, ça m'a appris à lâcher prise, quoi. Sur ce sujet, c'était important. À faire confiance aux gens pour s'auto-organiser. Ouais. C'est important, la confiance. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que, toi, cette confiance-là, moi, j'arrive, je connais pas mon équipe, quoi. J'ai un mois, je connais mon équipe que partiellement, je connais pas vraiment ITK. Et c'est un retour qu'on nous a beaucoup fait après la présentation, c'est que, pour réussir à faire ce mercato, il y a des prérequis quand même. Et oui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, on pourrait pas le faire, nous, on a que des juniors. Alors, si, mais ça serait pas pareil, quoi. Ça serait un exercice, du coup, ça serait très expérimental. Mais nous, on a des équipes qui sont là depuis longtemps, qui sont seniors, qui pratiquent cet exercice depuis un certain moment, qui ont des automatismes. Donc là, oui, c'est vrai que là, c'est faisable. En revanche, de dire que ça ne le serait pas dans un autre contexte, c'est un peu faux parce que si on commence pas une première fois, de toute façon, on peut pas y arriver, quoi. On se met souvent des barrières dans sa propre tête pour s'empêcher d'expérimenter des choses.
Et c'est vrai que dans le contexte dans lequel on évolue, on n'a jamais hésité à mettre en place des trucs pour tester, en fait. Voir si ça marche, etc. Le mercato, c'était ça au départ. Hein. On a testé. Voilà. Et on a vu que ça marchait bien. Et on a continué. On fait beaucoup ça. On trouve on imagine des solutions à nos problématiques, où on se dit, tiens, ça serait intéressant. On teste. Et puis, si ça marche, on garde. Puis si ça marche pas, on jette. Ou on essaye d'analyser pourquoi ça n'a pas marché et on réagit. On est beaucoup dans cette culture-là, en fait. Et du coup, pour nous, c'est naturel d'arriver à tester des trucs complètement qui peuvent paraître un peu délirants d'un regard externe. Et transformer l'essai, quoi, finalement. Moi, j'ai vu pas mal de sociétés où il y avait cette envie, ce discours. Mais dans les faits, il n'y avait pas la transformation. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu déstabilisé, c'est que j'étais là avec ma pancarte, c'est du bullshit, tout ça, et en fait, j'ai été pris à mon propre jeu, parce que moi, je suis arrivé, et en fait, c'était moi le bullshit. Là, pour une fois, et je me suis dit, ah ouais, donc là, eux, ils y vont, quoi. Là, on n'est pas là pour rigoler, on lâche prise, allez, les équipes se redistribuent et tout, et j'ai fait, oh, ok, d'accord. Donc, autre dimension, quoi. Donc, vraiment, vraiment, très épanouissant comme expérience. Si on essaie de transposer à d'autres entreprises, il y a des choses à voir en amont, ou des conseils que tu donnerais? Je pense qu'il faut commencer petit. Commencer petit. Ouais, il faut vraiment... Pas la première fois qu'on me le dit aujourd'hui. Ouais. Sur ces sujets de transformation, c'est voir grand, mais commencer petit. Ouais, il faut commencer sur une toute petite cellule. Bon, on a aussi fait des choses comme ça. On a commencé sur du tout petit, et puis on a essaimé ensuite, en montrant que ça marchait, en fait. Oui, voilà. C'est ça. On commence tout petit, avec des gens qui vont bien. Et puis on montre que ça marche, on fait le point, on communique sur ce qu'on a fait et on essaime petit à petit. Il faut pas vouloir tout chambouler d'un coup, ça marche pas. Je connais des organisations qui ont mis en place Safe et qui sont revenus en arrière. À ton avis, c'est quoi la principale difficulté dans cette démarche Safe? Pourquoi vous avez réussi et pourquoi il y en a qui échouent? Alors, est-ce qu'on a réussi? Je sais pas. A priori, vous n'êtes pas revenu en arrière pour l'instant. On sait jamais. Peut-être qu'on a mis en place Safe il y a quelques années maintenant. On est dans un contexte un peu différent. En 2025, peut-être qu'on va se reposer pour se dire est-ce que c'est la meilleure approche? Est-ce que ça répond toujours à nos problématiques? Oui. Est-ce que ça correspond toujours à notre contexte, en fait? C'est pas exclu. Clairement. C'est juste un outil Safe. C'est un outil qui répond à des problématiques à un moment donné. Peut-être qu'en 2025, on va se reposer sur notre organisation. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse. Et qu'on se dise, est-ce qu'on a toujours les mêmes problématiques que quand on a mis en place Safe? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut changer pour être plus efficace, pour que ça marche mieux, etc. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, si. Repose-la. Non, c'est super intéressant. La question que je me pose, c'est... en fait, dans tout le panel d'outils, méthodes, cadres, approches qui existent, il y a c'est jamais 100% adapté à tous les contextes. Ça n'existe pas, la méthode parfaite ou le cas parfait. Ça, j'imagine que j'ai pas besoin de te convaincre. Non. J'essaie de voir Safe. Si je dois targeter pour une typologie d'entreprise, une certaine maturité d'entreprise, pour toi, ça vise quoi? Dans quel contexte ça s'adapte super bien et il faut pas réfléchir trop longtemps, faut y aller. Je pense qu'il faut quand même une culture agile un minimum avant. En général, oui, il faut que voilà. Faut qu'il y ait des équipes qui fassent déjà du Scrum. Voilà. À droite à gauche. C'est ça. Et il faut avoir une problématique d'agilité à l'échelle en identifiant bien les problématiques. Et en se disant, oui, ça peut nous aider à les résoudre. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas appliquer Safe pour appliquer Safe. Il faut savoir pourquoi on l'applique, pourquoi on a besoin de cette méthode-là. Donc, à mon avis, la première chose, c'est d'identifier les problématiques qui sont liées à l'entreprise. Et se dire, OK, ça peut nous aider à les résoudre. Et je suis pas sûre qu'il faille appliquer toute la grosse machine non plus. Nous, on est une toute petite entreprise. Alors apparemment, on applique quand même Safe de façon assez poussée. D'accord. Mais on n'a pas mis en place toute la grosse machine. On a pris ce qui nous intéressait, en fait, ce qui pouvait répondre.
les éléments de safe qui pourraient répondre à notre problématique. D'accord. Sans pour autant en faire une enclume, quoi. D'accord. Écraser quelques mouches. Je sais pas si j'ai exactement répondu à ta question. Non, mais si, justement. Okay. Ça enrichit le débat, c'est la volonté. Qu'est-ce que tu vois pour le futur? Alors peut-être tu vas changer les choses, mais est-ce que vous voyez déjà à court terme ou à moyen terme, est-ce que vous voyez déjà des choses que vous allez faire sur lesquelles vous voulez progresser? À ITK, tu veux dire? Oui, chez vous à ITK. Oui, il y a des choses qu'on aimerait faire progresser parce que là, à l'heure actuelle, on a moins de problématiques de synchronisation, par exemple, entre les équipes, c'est moins vrai. Mmh. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'on a mises en place qui n'ont plus lieu d'être, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant là, et qu'on va supprimer ou remplacer par d'autres choses, justement pour avoir moins de réunions, par exemple. On a mis en place des choses pour résoudre des problématiques à certains moments, et ces problématiques ne sont plus là. Donc pour l'instant, on a gardé ces choses. Mais en fait, ça nous prend du temps dans nos calendriers, ça nous prend de l'énergie. Et donc, il faut identifier un certain nombre de choses qu'il va falloir éliminer parce qu'on n'en a plus besoin, en vrai. Je pense en 2025, on va probablement se poser pour réfléchir à tout ça et puis changer un certain nombre de choses dans notre ordre. Mais je ne sais pas encore quoi, car nous n'avons pas posé nos cerveaux dessus pour l'instant. Moi, j'ai un peu on a posé mon cerveau quand même. Dans 2 jours. J'ai 2-3 idées, là. Là, on est une boîte d'AgTech, donc on est dans l'innovation. Ouais, il y a l'innovation. Ouais. Et dans ce que j'ai compris, après moins d'1 an sur le safe, il y a ce fameux sprint IP là, qui concerne l'innovation. Aujourd'hui, une boîte d'innovation a besoin d'innover. Et je parle pour mon équipe, mais je pense que c'est peut-être plus global, c'est de se dire que aujourd'hui, il y a des gens qui innovent un peu sous le manteau, je veux dire, pardon. Mmh. Et du coup, c'est difficile de le valoriser, c'est difficile, c'est réutilisable, mais c'est pas la même chose. Et de se dire peut-être redonner un temps à l'innovation. Oui. Parce que là, on est sur 3 mois, et donc il y a cette perspective de 3 mois qu'empêche de peut-être regarder à 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc c'est retrouver cet équilibre-là. Et moi, c'est un des chantiers que j'aime bien, d'essayer de, sans tout casser, c'est pas l'idée, mais de redonner de la visibilité, en tout cas à l'innovation, parce que ça va réenclencher quelque chose selon moi. Donc voilà, c'est un des chantiers que j'aime bien. Il y a aussi toute la partie que j'explique un petit peu au début de la présentation sur les différents types de projets, produits, les études. On a de plus en plus d'études court terme. Et on a du mal à le faire rentrer dans le PI planning souvent, parce que il n'y a pas des équipes dédiées, donc ça prend du temps d'une équipe existante. Et on a besoin de réfléchir à comment on fait rentrer efficacement ces études sans que ça augmente le work in progress, la liste des tâches en parallèle que font les équipes, parce que l'objectif c'est quand même que les équipes elles soient focus. Et ça, on a une problématique là-dessus, parce que depuis quelque temps, on a de plus en plus d'études et il faut trouver une façon de s'organiser pour faire rentrer efficacement ces études sans perdre en efficacité dans les équipes. Voilà. D'accord. Par exemple, c'est un des sujets qu'on pourrait aborder en 2025. Super. Est-ce que vous avez un peu de taf. Voilà. Il y a toujours du taf. Oui. Il faut toujours se remettre en question. En fait, c'est ça l'idée. C'est pas ce qu'on demande. C'est jamais. S'il y a des où on touche un peu du doigt l'espèce de confort de se dire on est bien là, ça roule. Et puis et derrière, pour réussir à faire de la transfo, pour réussir à faire évoluer les choses, il faut une petite période de stabilité. Donc la période de stabilité, elle sert qu'à ça. Elle sert juste à tout casser derrière. Ça sert à se poser, à se dire, poser son cerveau. Voilà. Et dire, maintenant, on va tout casser, on va changer ça. Voilà, Non, c'est vrai. À bon escient, toujours en sachant pourquoi on le fait. On n'est pas des brutes. Dans le cadre d'une expérimentation. Exactement. Vous avez des ressources à partager? Ça peut être, je sais pas, un super livre qu'il faut avoir lu quand on fait du safe ou autre. Dans une approche produit dans une organisation agile à scale. Ou ça peut être des vidéos ou autre, n'importe quoi. Des ressources qui apportent un peu de valeur à ceux qui veulent creuser. Moi, alors pas sur Safe, moi. Ouais, moi non plus, pas sur Safe. Ça peut être sur autre chose que sur Safe. Moi, j'ai Coaching Agile de je sais plus qui et un bouquin sur la péologie, en fait, ce que j'appelle la péologie. Je vais être PO
Je sais plus comment il s'appelle, mais je pourrais le... Ah bah oui, bah, tu m'enverras la ref. Moi, j'ai un truc qui m'a complètement retourné en tant que manager à l'époque. J'étais dans une autre société. Ils avaient fait venir Patrice Canaillé, qui est l'ancien entraîneur, qui est un entraîneur de handball français. Je crois qu'il a entraîné l'équipe de Montpellier. Il était venu faire une intervention, un séminaire de 20 minutes. Je me rappelle, c'était juste avant manger. Il y en a plein qui avaient faim, qui voulaient partir. Et moi, je me rappelle juste que j'étais là, j'étais complètement éclairé par ce qu'il disait. Donc, je crois qu'on peut trouver une conférence sur YouTube où il explique un petit peu comment lui, il a géré son management dans ses équipes de hand. Et c'est très intéressant. Si tu retrouves le lien vidéo, je suis preneur. Ouais, je peux te l'envoyer après coup. Génial. Et moi, ça m'avait vraiment... j'aime bien partager ça, parce que... Alors après, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais son rapport au sport, en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est encore une fois de l'humain et qu'en fait, on peut facilement le transposer dans les équipes, mais que ce soit dans le digital ou d'autres. C'est sur la nature profonde de l'humain. Donc voilà, moi, c'est vraiment le truc qui m'a bouleversé, on va dire comme ça, professionnellement, voilà. Donc si ça peut aussi éclairer des gens, c'est plus sur le management que sur l'agilité pour le coup. Moi, j'y lis beaucoup, j'y pense maintenant, mais c'est vrai que régulièrement, je lis ce qu'écrit Pablo Perno. Voilà, ça me retourne toujours le cerveau. Ça me fait toujours beaucoup réfléchir à notre organisation, qui on est, où on va. Voilà. Moi, ma vraie gourou en agilité, c'est Véro. C'est ma source d'inspiration. Donc je peux te filer un lien vers Véro, mais voilà. C'est ça. Ouais, mais Véro, elle a pas ses sources en tête. Je suis là, je la regarde, mais elle va trop loin, mais c'est super, on y va. Voilà. Donc, génial. Voilà, je sais pas si t'as fait une chaîne YouTube. Alors non. Non, pas encore. Même pas de LinkedIn. Qu'est-ce que prochain programme. Ça travaille dur dans l'anonymat. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Bruno. De rien. Merci pour votre temps. À très vite. Je vous mets le lien en description de la conférence de Bruno et Véronique. Pour ne louper aucun épisode et recevoir des ressources tech et produits de qualité, abonnez-vous à la newsletter En Parent Prod sur le site enparentprod.fr. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas spammé de mails. Si vous voulez plus de contenu sur les méthodes, je vous recommande l'épisode 2 sur Scrum avec Jean-Pierre Lambert.